Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire d'avoir organisé chez Akeneo et Accenture. Et donc aujourd'hui, on va parler d'expérience produit et de quelles sont les attentes des consommateurs sur l'expérience produit. Et peut-être pour introduire ce webinaire, donc moi je suis Yohan Benwalid et je suis vice-président en charge des ventes et du développement d'Akeneo. Donc voilà, je suis aujourd'hui à Paris pour animer ce webinaire à vos côtés avec Hélène Lefebvre. Hélène, je te laisse le Bonjour à plaisir de te tous. présenter. Hélène Lefebvre, moi je suis manager chez Accenture Consulting, spécialisée en e-commerce et en gestion de la donnée produit de bout en bout. Et je suis ravie de faire mon premier webinaire avec Johan et avec vous. Voilà, donc premier webinaire pour moi aussi. Alors si jamais vous avez mes enfants qui viennent créer, normalement j'ai tout organisé pour avoir 1 heure de tranquillité, mais je vous en prie, mettez pas ça sur YouTube, c'est juste ma petite demande personnelle, si jamais ça devait arriver. Alors peut-être pour démarrer, en fait, partager avec vous les questions qu'on se pose très souvent avec vous, nos clients, ou quand on est avec nos partenaires, c'est euh, quelle est finalement l'importance qu'attache le consommateur à l'expérience produit. Quand on regarde aujourd'hui, on est une marque, on a des clients finaux, on passe beaucoup d'énergie à créer du contenu sur nos produits, des descriptions, des images, des attributs. C'est énormément de travail de nos équipes pour pouvoir organiser ces informations. Mais ce qu'on s'est demandé, c'est finalement, quel est le ressenti quand on se met dans la position du consommateur? Quand on écoute le consommateur, qu'est-ce qui finalement est important pour lui? Qu'est-ce qui est important pour lui dans son parcours client quand il recherche un produit, quand il les compare, quand il les sélectionne, quand il les achète, un peu dans ce parcours client, qu'est-ce qui compte pour lui? Et puis aussi, qu'est-ce qui compte en fonction des canaux sur lesquels on va interagir, que ce soit au niveau digital ou au niveau physique. Essayons de prendre le point de vue du consommateur pour voir finalement quelles sont ses attentes en termes de product content. Et c'est vraiment ce qui nous a guidés en menant cette étude où finalement on a demandé l'avis de consommateurs et pas l'avis de professionnels du marketing. C'était ce qu'on recherchait en montant cette étude. Et peut-être pour démarrer et vous donner un peu l'occasion de prendre les paris euh, avec nous, on s'est dit, posons une question qui était peut-être une des questions qu'on avait le plus avant de démarrer, avant de mener cette enquête, quand on travaillait le questionnaire. C'est finalement, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus quand on apporte une meilleure information produit ou du contenu produit de meilleure qualité? Est-ce que finalement c'est le prix qui va jouer, ou est-ce que l'information produit permet de finalement ne pas avoir un choix qui se fait sur le prix? Et si oui, quel est le pourcentage? Donc vous avez la fenêtre de chat, prenez les paris, vous aurez la réponse à la fin du webinaire, mais on est preneur de voir un peu vos points de vue, parce que ça permettra un peu de challenger nos convictions. Nous, on a eu beaucoup de convictions qui ont été challengées par cette étude. Mais voilà, est-ce que c'est 25%, 50%, 75%? Je vous laisse Zéro. participer en tout cas, ou zéro. Et finalement, il n'y a que le prix qui compte. Donc, si vous avez une idée du pourcentage de gens qui sont prêts à payer plus cher un produit s'ils ont une bonne information produit, allez-y, les paris sont ouverts, et euh, on enverra un Ziggy au gagnant qui sera le plus proche côté Akeneo. Promesse prise une fois le confinement terminé. Alors, peut-être pour rentrer avant de partager les résultats de l'étude, Hélène, peut-être quelques mots sur la méthodologie et la façon dont on a construit finalement ce panel. Et Tout à fait. Donc on a fait l'étude avec un panéliste qui est Opinionway, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, sur un échantillon de 1000 consommateurs français, représentatifs de la France. L'étude, on l'a menée en janvier, donc avant la crise. On va le voir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui déjà étaient saillantes et qui vont l'être encore plus à partir du 11 mai. L'objectif, c'était vraiment de comprendre les attentes des consommateurs à travers tous les canaux, qu'ils soient digitaux ou pas, et de comprendre comment est-ce qu'ils font leurs décisions d'achat, comment est-ce que l'information produit vient impacter leurs décisions d'achat, en faisant un focus sur les produits qui ne sont pas des produits de commodité, mais qui sont des produits un peu significatifs à 80 € minimum.
Dans les réponses qu'ils nous ont données, on a une homogénéité assez forte sur les industries, que ce soit de la mode, du luxe, de la cosmétique, du sport et loisirs, tout ce qui est équipement de la maison, do it yourself, meubles. Voilà, donc on a quelque chose qui est assez homogène, ce qui est intéressant parce que ça permet de voir la teneur des attentes de nos clients et vraiment l'objectif, et c'est les points qu'on va ressortir là dans l'étude qu'on va vous présenter, c'est comprendre ce qu'ils attendent, comprendre ce qu'ils voient vraiment et, euh, et là où il reste des marges de progression pour nous tous. Ouais, on a essayé de faire un focus sur 4 parties de l'étude. Je veux dévoiler tous les résultats en un webinaire, ça aurait été euh, beaucoup trop de contenu. Et bien, on s'est allé sur la première partie. Finalement, est-ce que l'information produit aide dans le process d'achat et quelles sont les données produits les plus utiles dans ce process d'achat? Deuxième partie, on va regarder dans les différents canaux quelles sont finalement les attentes des consommateurs en fonction des canaux sur le contenu produit. Et puis finalement, la place du magasin, le rôle du magasin par rapport aux canaux digitaux, pour finir peut-être sur des questions liées aux valeurs, aux convictions ou aux engagements des marques et comment les retranscrire dans l'information produit. C'est une des questions qu'on a posées aux consommateurs qui nous intéressait dans le cadre de cette étude. Donc peut-être sur la première question, Hélène, finalement, est-ce que l'information produit impacte le process d'achat, permet de faire des ventes ou pas? Bah, la réponse est oui. Alors, en soi, c'est pas une grande surprise, mais on a posé la question de savoir dans les 6 derniers mois s'ils avaient abandonné un achat en raison d'un manque d'information sur le produit. Et là, il y en a 80% qui ont répondu oui à cette question. C'est énorme. Et parmi ces 80%, on a essayé de comprendre du coup ce qu'ils avaient fait. Donc, parmi eux, il y en a un tiers qui ont abandonné un achat pour finalement aller chez un concurrent. Donc là, vous pouvez remercier vos concurrents qui vous aident à préparer vos ventes et vous envoient du trafic. On en a aussi un quart, je crois que le chiffre exact c'est 24% de tête, qui ont abandonné un achat pour finalement ne rien acheter. Ça veut dire que là, on est vraiment sur de la perte sèche, euh, pas uniquement pour la marque ou l'enseigne individuellement, mais pour toute son industrie. Et aujourd'hui, encore plus que avant le 17 mars, il est important d'arriver à réduire ce taux et finalement tous les efforts qu'on fait euh, au hasard en choisissant des technologies performantes ou en faisant appel à des consultants externes, c'est pour diminuer ce taux-là, diminuer le taux de passage à la concurrence et maximiser les ventes parce que les process de réflexion d'achat sont compliqués, on va le voir. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment de transformer un maximum et la donnée produit, elle est là pour aider à la transformation. Comment est-ce qu'elle le fait? Quand on regarde un peu plus en détail les typologies d'informations qui sont attendues par les consommateurs et qu'est-ce qui est regardé en premier, le point qui remonte et qui est loin devant les autres, c'est les spécifications techniques. Quand on parle de spécifications techniques, alors on pense assez facilement aux specs quand on parle de produits technologiques, mais aujourd'hui, tous les produits ont ou devraient porter des spécifications techniques. Euh, on a, alors pour ceux qui ont connu le catalogue La Redoute à l'ancienne, il y avait des spécifications techniques sur les produits. Les consommateurs, ils savent les lire, ils ont appris à les lire et ils sont si bien informés maintenant qu'il y a toute une part des consommateurs qui sont un peu des geeks du produit et qui vont aller regarder vraiment dans le détail en quoi il est fait, comment il s'entretient, les dimensions du colis pour les encombrants. Donc tout ça est une donnée qui est importante et qui va permettre de faciliter la décision d'achat. On a ensuite évidemment la description, c'est ça qui nous projette, c'est ça qui nous fait rêver. Et puis ensuite la comparaison des produits qui, elle,
finalement s'appuie sur les spécifications techniques. Donc en fait, les specs techniques, elles jouent un peu compte double, parce que pour bien comparer, j'ai besoin d'avoir de la donnée qui soit normalisée. Et puis après, on a les avis des consommateurs, et puis seulement en cinquième, les conditions commerciales. Donc ça, c'est un indice pour la question qu'on vous a posée en entrée. C'est que le prix n'est pas le premier élément qui est regardé sur les achats significatifs. On s'intéresse d'abord au produit, à le comparer, à comprendre son utilisation. Ouais, et pour rebondir sur ce que partageait Hélène, ce qui est intéressant, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils regardent en premier. Et vraiment, donc, le coup, les spécifications techniques, les descriptions ont monté en premier. Alors que quand on regarde les conditions commerciales, c'est-à-dire le prix, la livraison, les services, arrivaient moins dans ce qu'on regarde au début du process, mais plutôt sur la fin. Donc c'est intéressant de voir finalement un peu dans les étapes qu'a le consommateur dans son process de choix, finalement le rôle de l'information au produit pour pouvoir au début l'aider à trouver les produits qui l'intéressent, faire sa présélection et puis une fois qu'il a choisi le bon produit, qu'il a peut-être deux produits similaires, c'est peut-être là où le prix ou les conditions commerciales vont jouer. Alors, si on regarde un peu les chaînes qu'on peut avoir dans ce process, que la façon dont on a essayé de schématiser ça pour voir comment de ces informations du panel, on en tire des usages et des stratégies sur la gestion que vous avez sur votre contenu produit et l'expérience produit que vous avez. Soit on démarre avec les données techniques, c'est un peu les données élémentaires du produit, puis après les descriptions un peu plus utiles pour les consommateurs, des données qui l'aident en termes d'avis, de choix, de conseils. Et puis en dernière étape, finalement, tout ce qui va l'aider à vraiment se projeter, à avoir une super expérience, c'est vraiment le produit que je veux pour au final derrière l'acheter. Alors quand on prend un exemple, on a pris un exemple avec dans la déco avec un canapé, un exemple de chez made.com, un de nos clients. Donc au niveau des données techniques, c'est un peu un passage obligé, c'est un devoir, c'est là où on démarre et on passe du temps. Donc, comment avoir les bonnes photos, les bonnes dimensions, les matières, pouvoir avoir les variations produits, taille, couleur, comme on peut le voir à l'écran, la taille du colis par rapport à la taille du produit, toutes ces descriptions techniques, c'est un peu la première étape. Si on va un cran plus loin, dans la deuxième étape, comment on va aider le consommateur à, à finalement trouver le produit qu'il veut et cette peut-être shortlist de produits, c'est là où les descriptions sont importantes. Donc, c'est un canapé rétro, esprit années 50. Donc là, on met en avant finalement l'atmosphère qu'on veut créer, que ça se retranscrive dans la description du produit, mais aussi dans la navigation avec les différentes catégorisations qu'on va avoir pour que le client puisse, le consommateur puisse passer d'un produit à un autre dans un même environnement. Pouvoir aussi donner des informations utiles par rapport aux recherches, donc le confort ultime. Là, on commence à aller plus vers de la description qui permet de voir est-ce que c'est vraiment le produit qui correspond à l'usage que j'en attends et l'ambiance que je veux créer. Et puis dans une troisième étape, évidemment, c'est l'aider dans la comparaison, les avis. Donc c'est là où les avis consommateurs, les avis d'experts, peut-être Hélène, pardonne-moi sur le prochain slide, on va retrouver finalement ces informations qui sont euh, issues euh, des experts, des avis consommateurs ou de journalistes, enfin sur l'éditorial que vous allez vouloir travailler, mais aussi des images qui mettent le produit en situation les photos de personnes qui l'ont acheté et qui le partagent, enfin, qui permet vraiment là-dessus aussi de renforcer le côté une communauté parmi les clients de la marque pour le rattacher finalement au produit. Et puis, si on passe à l'étape d'après au niveau de l'expérience, c'est là où, si on regarde l'exemple de made.com, vous allez dans un showroom, vous voyez un canapé qui vous intéresse, vous hésitez encore parce que vous ne savez pas s'il va vraiment aller dans votre salon. Vous revenez chez vous, vous êtes chez vous avec votre appareil photo, vous prenez une photo de votre salon en vidéo, et puis vous mettez le canapé en réalité virtuelle, vous changez les couleurs, les matières pour voir si ça colle vraiment avec votre ambiance, si ça donne le même esprit que ce que vous avez vu dans le showroom. Vous pouvez changer la taille des pieds ou les dimensions, le déplacer, et à la fin, l'acheter parce que c'est vraiment le canapé qu'il vous faut. Et c'est là où finalement on couvre l'ensemble des étapes de l'expérience produit euh, pour atteindre ces objectifs de marque en apportant des informations utiles, mais qui vont aller aussi jusqu'à l'usage, l'émotion ou la confiance qu'on veut avoir
dans le produit. Et si on prend un peu la baseline euh, de Made.com, enfin, ouais, sur vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est que leur marque soit une love brand et qu'ils créent une relation forte avec les consommateurs qui deviennent des avocats de la marque et qui retrouvent finalement dans Made les ambiances, les univers qui vont leur correspondre et que du coup soit aussi une façon de pouvoir commander de nouveaux produits, étendre finalement la déco qu'on va avoir et le faire savoir à ses proches et autour de soi, qui finalement ce qu'on cherche à atteindre en tant que marque. Donc voilà, ces étapes, un peu des données techniques jusqu'aux données les plus utiles sont, enfin, les plus différenciants, les plus impactants dans le complément, vont permettre de pouvoir aussi tirer son épingle du jeu et passer un peu des étapes où on passe souvent du temps sur des données techniques à ces données d'usage ou de description qui doivent permettre de pouvoir actionner l'expérience ou en tout cas apporter au consommateur ce qui va l'aider dans son processus de choix et s'assurer que c'est le produit qu'il recherche, qu'il veut et qui va correspondre à ses attentes pour qu'il l'achète. Donc ça, c'est cette première partie en tout cas de quelles sont les informations utiles. Dans un deuxième temps, on a voulu voir aussi finalement, est-ce que si j'ai ces informations utiles sur mon site e-commerce, ou sur mon site corporate, comment ça se passe au travers de mes différents canaux, comment je juge finalement la cohérence entre les canaux. Là, Hélène, je vais te laisser. Ouais, pour ça, parce que ça, c'est mes chiffres préférés, euh, on leur a demandé comment ils percevaient de façon générale la donnée produit. Et donc à ça, les consommateurs répondent à 84% qu'ils la trouvent plutôt bonne. On leur a aussi demandé s'ils trouvaient que l'information était cohérente entre les canaux. Et là, on en a plus des trois quarts qui ont répondu qu'elle était souvent contradictoire. Et donc ces deux chiffres sont complètement antinomiques, hein, parce que d'un côté, ils trouvent la donnée est bonne, de l'autre, qu'elle est contradictoire. Quand on regarde un peu dans les 84%, en fait, on en a seulement 7% qui trouvent que la donnée est jugée très bonne. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie visibilité des efforts qui sont faits. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent sur la donnée produit au quotidien. C'est que oui, ça se voit que l'information, elle est de meilleure qualité au fil du temps. Et clairement, entre l'e-commerce il y a 10 ans et l'e-commerce aujourd'hui, on voit quand même la différence. Toutefois, on utilise de plus en plus de canaux pour préparer ses achats, se renseigner sur un produit, choisir un produit, et que le manque de cohérence entre les différents canaux est visible des consommateurs. C'est pas juste une lubie de marketeurs, de consultants ou d'experts. C'est vraiment quelque chose que les gens voient et identifient. Euh, et donc, bah, voilà, maintenant qu'on a un niveau moyen qui est bon, il va falloir aller chercher plus loin en le diffusant sur l'ensemble des canaux. Ouais, je te laisse la Et main. du coup, on leur a demandé finalement un peu à la fois dans leur parcours d'achat et à la fois entre les canaux, comment aujourd'hui ils jugeaient le contenu produit. On leur a demandé quand je recherche, quand je compare, quand je présélectionne mes produits ou je les achète, donc qu'est-ce qu'ils attendent en termes de contenu produit et où est-ce qu'ils vont. Alors, on va pas détailler tous ces chiffres-là, l'étude sera disponible pour vraiment les décortiquer si vous voulez rentrer en profondeur, mais on a vu trois axes qu'on voulait développer, qui est finalement aujourd'hui entre les sites de marques, les distributeurs spécialisés et les marketplaces, le fait qu'on a de plus en plus de sites dans lesquels on va pouvoir trouver de l'information produit pour pouvoir regarder les offres qui correspondent à ma recherche quand je démarre mon process de recherche. Et c'est vrai que la profondeur que peuvent avoir les distributeurs spécialisés sur les produits est très importante, comme les sites de marque. Et ce qui était intéressant, c'est de faire un focus sur les marketplaces où on a vu ces étapes-là se développer. Et si on regarde spécifiquement sur les marketplaces, alors quand on pense marketplace, évidemment, on pense Amazon, mais aussi si on est dans la mode, Zalando, La Redoute ou vente privée, mais on en a après spécialisé par secteur. Ces marketplaces prennent une place de plus en plus importante dans les recherches, 5 fois plus qu'il y a
qu'il y a 3 ans. Donc c'est beaucoup plus de recherches qui sont faites sur, sur les marketplaces qu'auparavant. Et donc, c'est une forte croissance de ces recherches et qui implique pour les marques de définir est-ce comment je définis ma stratégie sur ces marketplaces. Est-ce que je dois y aller? Si j'y vais, sur lesquels? Comment être sélectif sur les marketplaces avec lesquels on va vouloir finalement se développer? Comment les utiliser pour ce qu'elles apportent d'utile par rapport à ce que vous avez déjà sur vos canaux de vente existants pour ne pas cannibaliser votre offre ou avoir du duplicate content qui peut être un enjeu pour les marques. Donc c'est vraiment une question à se poser en termes d'assortiment produit, de stratégie commerciale, mais aussi si on veut y aller, comment faire pour que les données produits soient prêtes, soient disponibles, soient adaptées à ces marketplaces pour se développer là-dessus. Un des points qu'on voit aussi aujourd'hui, là, plus lié à la période actuelle, c'est que ça a été aussi une opportunité quand les magasins sont fermés, ou quand des sites de e-commerce traditionnels ne peuvent pas assurer la livraison, d'avoir des marketplaces qui apportent des nouveaux services. On pense les marketplaces qui étaient dans le monde de la restauration, qui faisaient type Uber Eats euh, ou euh, enfin, Glovo ou les différents Last Mile qui vont passer uniquement des services pour la restauration à des services pour la distribution alimentaire et d'apporter finalement leur savoir-faire pour aider à la vente de produits et à la distribution de produits. Donc être capable de pouvoir actionner rapidement ces marketplaces, c'est un point qui est intéressant dans l'usage de l'information produit. Alors si on regarde, c'est aussi dans les exemples de marques qui vont direct to consumer ou de nouveaux partenariats, des exemples que Hélène, je te laisse partager Ouais. peut-être. En fait, c'est un peu antinomique hein, ce qu'on est en train de dire. C'est que d'un côté, on a les marketplaces qui sont beaucoup plus utilisés, mais le deuxième canal qui est beaucoup plus utilisé qu'il y a 3 ans, c'est les sites de marque. Alors, on passe rapidement parce qu'on va pas faire un cours sur le D2C aujourd'hui. Mais clairement, il y a une transformation des marques qui cherchent à développer leurs canaux D2C pour reprendre de la maîtrise, donc soit sur l'expérience client, l'expérience autour du produit, l'expérience de marque au global, mieux maîtriser ses prix aussi, mais surtout pour mieux connaître ses clients et pouvoir s'adapter en termes de produits et services aux attentes des clients. Au-delà de ces axes stratégiques, c'est aussi la capacité à développer des nouveaux canaux de vente, que ce soit en direct via un e-commerce ou via des boutiques comme Aigle a pu le faire en faisant une transformation il y a bientôt 10 ans maintenant. De pouvoir avoir d'autres canaux. Et en fait, ces autres canaux qui sont pour beaucoup de marques un petit peu plus confidentiels par rapport à leur réseau de distribution classique, en fait, c'est ça qui leur a permis quand même de se maintenir pendant la crise, notamment quand, alors on est vraiment sur du spécifique, mais en alimentaire, les marques de distributeurs, les MDD, ont pris une part sur les ventes plus importantes parce que c'était logistiquement le plus facile en termes d'approvisionnement. Donc les marques, en ayant des canaux directs, elles peuvent quand même assurer de la com, des ventes, de la relation client et du coup pouvoir inventer des services. On en a sélectionné un dans les partenariats qui ont émergé là depuis le 17 mars. C'est celui entre Sarenza et Monoprix. Alors, c'est partenariat au sein de la même famille, puisque Monoprix a racheté Sarenza. Mais pendant tout le confinement, Sarenza a ouvert une catégorie hygiène et beauté, avec des produits qui sont des best-sellers des rayons de Monoprix. Et ça, je trouve que c'est un exemple qui est assez fort parce que pour Sarenza, ça leur permet de rendre un vrai service à ses clients. Parce que, alors c'est plutôt les femmes que les hommes, et encore, on a nos shampoings favoris, nos savons favoris qui se trouvent pas forcément dans le supermarché du quartier. C'est un peu parisien comme comportement, mais quand même. Donc ça permet d'y avoir accès facilement sans avoir besoin d'aller faire du click and collect chez Monoprix, ni de devoir trouver un créneau de drive qui est juste une mission impossible depuis 1 mois et demi. Ça permet de nourrir la relation avec le client en lui proposant quelque chose qui lui est utile, de continuer à faire des ventes.
Et en même temps, pour Monoprix, ça leur permet de soulager le pic de commande, puisque ils ont plutôt des problématiques d'absorption et sur des produits qui sont des produits qui n'ont pas de contraintes de logistique du froid. Donc ça, c'est des choses qui sont actionnables rapidement quand on a des opérations qui roulent bien en marche normale, qui permettent de s'adapter rapidement, et aussi un catalogue produit que je peux rapidement partager avec un tiers. Et c'est là où tout le travail autour de la donnée produit permet d'être un facilitateur des actions, des actions de crise et de tout ce qui permet d'avoir une entreprise dite résiliente. L'autre question qu'on a posée, c'était autour des canaux marketing, au-delà des avis des consommateurs, finalement l'information utile qui sont sur les canaux marketing et la communication. Alors on n'a pas mis à l'écran les chiffres parce qu'ils étaient assez bas. Peut-être juste pour le partager avec vous, finalement, ce qui nous a surpris, ou moi à titre personnel, je pensais que des données allaient remonter assez haut. Et d'ailleurs, je vois Damien dans le chat qui posait la question sur notamment les vidéos. Les vidéos ressortaient pas, par exemple les vidéos et tutoriels vidéo ne ressortaient pas dans les attentes importantes des consommateurs. Donc on pourra retrouver le chiffre qui était assez en bas dans le tableau. C'est pour ça qu'on l'avait pas mis au début dans les informations utiles. Mais ce qu'on voyait en tout cas du côté des consommateurs dans l'étude, c'est qu'ils jugeaient les informations dans les campagnes marketing ou sur les réseaux sociaux d'assez mauvaise qualité par rapport aux travaux de bonne qualité qu'on pouvait voir sur les sites e-commerce ou sur les sites corporate ou les sites de distribution spécialisés. Donc ce qui ressort, c'est que finalement, beaucoup d'efforts sont faits au niveau du PIM pour alimenter le e-commerce, les points de vente, les canaux de vente directement, mais peut-être pas après, en silo, peut-être qu'il y a une rupture qui se fait avec les canaux marketing qui ont peut-être après, qui n'utilisent peut-être pas ces données produits, qui n'ont pas connecté le PIM avec ces canaux. Donc là, l'exemple sur les réseaux sociaux, où finalement, l'exemple de Nux, bah, on voit qu'on on met en avant le produit avec les descriptions, on tire profit de l'information produit pour améliorer du coup la pertinence sur les canaux marketing et les réseaux sociaux. Et c'est une vraie opportunité finalement d'utiliser aussi ce qui est fait dans le PIM pour pouvoir servir ces canaux-là demain, qui deviennent un petit peu comme les marketplaces, des espaces de vente aussi avec par exemple Facebook Buy Now ou ce qu'on retrouve sur Pinterest ou Instagram, où demain on pourra directement acheter sans avoir besoin de passer par le site e-commerce. Donc faire en sorte que vos données soient prêtes pour alimenter ces canaux est un axe important. Sur la partie magasin maintenant, on a Ouais. une part qui reste importante sur les magasins. Johan, je te laisse. Oui, ce qu'on a regardé derrière, c'était en le demandant non pas sur les sites web ou les plateformes e-commerce des magasins, mais sur vraiment le physique, le lien entre le magasin et le consommateur, et donc l'importance du physique en complément du digital, ou en tout cas comme premier canot. Ce qu'on trouve, c'est évidemment qu'on va de plus en plus vers les magasins spécialisés, et pas seulement sur les magasins généralistes, quand on veut avoir une information euh, profonde, technique, où on va les reconnaître pour leur expertise dans ce domaine. Donc ça, c'est un des points qui était assez intéressant. Mais quand on regarde finalement euh, les études du panel, on voit vraiment un lien entre digital et magasin. Peut-être sur le slide suivant, Hélène, pour partager finalement le fait qu'on va chercher en ligne et après euh, acheter en magasin. Et donc là, encore plus aujourd'hui où bah, finalement on a besoin de pouvoir faire du click and collect et pouvoir commander sans contact en allant chercher en magasin des produits qui ne sont pas forcément disponibles en livraison à distance ou dans un délai très très long en ce moment. Donc le repos, mais aussi de research online pour chez offline, ou alors l'importance du magasin dans le showrooming, qui était peut-être une tendance très importante, on va dire, avant la crise, où là le magasin reprend une autre dimension qui est pas seulement l'espace showroom, mais beaucoup plus utile dans l'acte d'achat.
mais en tout cas l'importance du physique et de connecter digital et physique dans cette expérience. Donc ça se traduit évidemment par des évolutions du magasin showroom qui, bah, j'espère, va revenir aussi avec son rôle, mais aussi d'un magasin très utile dans la distribution aujourd'hui par rapport aux recherches qui sont faites en ligne. Alors, sur le showroom, cette slide, elle date de février, pour tout vous dire. En février, on parlait volontiers de comment est-ce que les expériences qui sont développées pour les flagships, il y avait une tendance à réfléchir à comment les déployer sur des plus petits formats. Clairement, la crise a complètement mis en stand-by cet axe-là. Il y a quand même des choses qui sont faites dans ces showrooms qui sont intéressantes pour le magasin de l'ouverture de la crise. C'est qu'on a des fonctionnalités qui étaient là plutôt pour créer une expérience esthétique où on oublie même qu'on est en train d'acheter. Donc que ce soit le paiement sans contact, que ce soit l'essayage virtuel des produits qui permet d'avoir une expérience innovante très, très moderne. L'intelligence artificielle dans les magasins avec les caméras, tout ça, ça peut être détourné pour répondre aux problématiques sanitaires. Le paiement sans contact, sans aucun contact, bah ça c'est plus que jamais, on n'a pas envie de mettre nos doigts sur les touches sales des claviers. L'intelligence artificielle sur les caméras, bah, aujourd'hui on est en train de déployer des outils d'IA qui se branchent sur les caméras pour s'assurer que les gens portent des masques. Ça, c'est des choses qu'on peut facilement détourner et mettre en place, qui sont des fonctionnalités, des outils qui ont été développés plutôt dans des axes de showroom, mais qui peuvent aujourd'hui venir nourrir le magasin post-Covid et, et faciliter la reprise. Puisque là, c'est l'enjeu sur lequel on est tous en train de travailler, je pense, les deux pieds au plancher. C'est comment est-ce qu'on repense l'expérience en magasin, alors non plus pour faire des photos sur Instagram, mais plutôt pour assurer le respect des règles sanitaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui vont se rejoindre, ou des fonctionnalités, ou des services qui existent depuis très longtemps, qui peuvent être repensés pour rassurer les clients. Parce qu'en plus, dans la relation avec le client, respecter les règles sanitaires pour un magasin, c'est faire preuve d'égard et d'attention pour son client. Et donc, ça devient stratégique pour avoir le droit d'ouvrir, mais ça devient stratégique pour que les clients ils viennent et ils reviennent. Et le digital et la technologie de façon générale va permettre de nourrir ça avec alors des fonctionnalités qu'on connaît bien, même si elles ont des taux de déploiement assez variés. La première, c'est le product locator, ce qui demande une excellence opérationnelle pour avoir de la fiabilité dans la donnée sur les stocks. Mais avant même de parler de la donnée des stocks, on a besoin de connaître les assortiments des produits, les informations des produits. Le click and collect, parce que la Poste, malgré tous ses efforts, n'arrive quand même pas encore à livrer les colis à domicile. À titre très personnel, j'ai 3 colis qui m'attendent au bureau de poste et j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc le magasin devient un lieu où on va venir rapidement chercher son colis qu'on aura commandé en ligne, encore plus qu'avant. L'e-réservation, où là, un peu tactiquement sur certains produits, je vais potentiellement vouloir en tant que client le réserver. Si je le fais 24 heures à l'avance, ça veut dire qu'il aura eu quasiment pas de manipulation pendant 24 heures. Si je veux l'essayer, c'est quand même beaucoup plus rassurant. La prise de rendez-vous pour se déplacer en heure creuse, pour avoir un service personnalisé. Et puis, en dehors de l'écosystème de la marque, ça va être d'utiliser encore plus des outils tels que Google My Local ou de bénéficier des infos de Google Manufacturer Center. Donc, l'utiliser pour attirer des clients qui sont dans la zone de chalandise, pour améliorer la visibilité des produits, pour améliorer la qualité de la préparation des achats par les clients,
pour que quand ils viennent en magasin, on se concentre sur du service pur, qu'on ait une vraie relation, parce que pour tous ceux qui sont seuls, aller en boutique, c'est aussi avoir une relation avec un être humain, euh, tout en limitant la manipulation des produits et la déambulation dans la boutique. Et donc ça, c'est des fonctionnalités qui ont besoin d'avoir une maîtrise du catalogue, alors des opérations générales, mais du catalogue en particulier, pour pouvoir être efficace et pour que cette intention de service, elle soit opérationnellement viable et que les clients, ils arrivent à préparer leurs achats. Oui, et c'est vrai que enfin, dans l'exemple que montre Hélène, qui est vraiment très crucial en ce moment, on voit bien que l'évolution du magasin implique derrière que l'information produit et les équipes doivent être capables de pouvoir adapter leur assortiment, adapter des nouveaux attributs qui peuvent avoir certains produits de première nécessité, faire en sorte qu'elles puissent être mises au format attendu par ces nouveaux canaux, quand on prend Google My Local ou les partenaires qui vont gérer le dernier kilomètre. Donc ça, c'est vraiment un des points sur lesquels enfin, on est à votre disposition pour approfondir et montrer comment finalement mettre en œuvre ces nouveaux canaux et pouvoir accompagner vos équipes à adapter rapidement leur mode de travail quand c'est nécessaire, parce que c'est vraiment un des points clés du moment chez beaucoup d'entre vous. Alors, la question qu'on a posée aussi était au travers des valeurs de la marque. Et finalement, beaucoup d'entreprises font beaucoup d'efforts à sélectionner des produits qui respectent l'environnement, à travailler dans les process de fabrication euh, des processus qui sont plus faibles en impact environnemental. Alors, c'est vrai, mais est-ce que c'est une préoccupation quand on recherche et on choisit un produit pour les consommateurs? Et du coup, on partager ces résultats, parce que ça ressortait en tout cas de façon encore plus importante que ce qu'on imaginait. Avant, on savait que c'était une tendance évidemment, mais de voir dans les chiffres. Donc le fait de pouvoir savoir si ce produit il vient du local. Donc là, on était chiffres en janvier. Imaginez aujourd'hui, dans la situation actuelle, l'importance de pouvoir intégrer cette information au niveau de chacun des produits. Est-ce que le produit vient du local ou est-ce qu'il a été fabriqué? Combien de kilomètres il a parcouru? Est-ce que ce produit il respecte des qualités environnementales? Est-ce qu'il est bio? C'est quoi ses composantes nutritionnelles quand on est dans le food? Mais la part de produits qui viennent du recyclage quand on est sur des produits plus manufacturés. Donc ce sont des informations qui ressortent assez fortement et encore plus quand on regarde sur les répondants de moins de 35 ans pour qui c'est des caractéristiques très importantes voilà, qui ressortent. Et donc, c'est des éléments à mettre en avant dans les contenus riches, les images, le texte, les attributs pour mettre en avant vos produits. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, je vois qu'il y a une question dans le chat, mais les images font partie de la description produit. Aujourd'hui, c'est un must en complément du texte quand on décrit ces produits, de pouvoir avoir des contenus riches pour les consommateurs, là où la vidéo est peut-être un cran supérieur. Euh, et quand on regarde ces exemples-là, c'est juste sur le slide après Hélène, on voit que cette préoccupation, voilà, elle va aussi sur le fait que ce produit respecte mes convictions, le commerce équitable, le fait d'être une société éthique et responsable, donc de pouvoir retranscrire finalement ces informations au niveau du produit. Beaucoup d'efforts sont faits pour que ce soit dans les plaquettes aux actionnaires, le site corporate, ou peut-être des bannières d'accueil sur les sites. Parfois, sur certains attributs produits, on le retrouve, mais de pouvoir l'intégrer dans les descriptions, dans l'histoire qu'on raconte sur le produit, ou des attributs qui permettent de montrer en recherche des catégories de produits qui répondent à ces critères, et est en tout cas une tendance et une attente forte des consommateurs qu'on se doit de prendre en compte pour ressortir et émerger dans leur recherche. Alors, comment mettre ça en place? Peut-être Hélène, quelques retours d'expérience de votre côté? On a pris un exemple, on a essayé de trouver un exemple qui soit à la fois complet et en même temps qui soit pas trop agressif dans la mise en œuvre. Euh,
La problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, des labels, des logos, il y en a pléthore. On en a mis une sélection à titre illustratif, mais très clairement, tous les consommateurs ne savent pas à quoi ça correspond. Alors, l'AFNOR, depuis quelques semaines, on commence à savoir qui ils sont, mais ça ne nous permet pas, avec juste un logo, de savoir ce qu'il en est, ni de comprendre ce qu'il y a derrière. L'exemple qu'on a pris, c'est PeopleTree, qui est une marque qui a des produits qui répondent à différents types de labels. Donc, chaque produit va avoir des labels différents en fonction de leur provenance et de leur fabricant. Et en fait, pour chaque label, qui sont en haut à droite de la fiche produit, quand on clique, on a une petite pop-up qui explique en 4 lignes à quoi ça correspond. C'est illustratif. Euh, c'est présent tout en étant assez léger, tout en étant très clair. Et dans toutes les fiches produits, il y a une rubrique qui donne les informations sur le fabricant et l'origine du produit et comment travaille le fabricant. Et il le raconte de façon extrêmement simple, très transparente, c'est-à-dire que il y a des produits en provenance du bout du monde, mais il raconte dans quelles conditions, il raconte quel est le positionnement finalement du fabricant et quelles sont les chartes qu'il respecte. Euh, et ça, c'est des choses qu'on peut facilement gérer dans un catalogue quand on a une gestion centralisée, qu'on a abandonné le fichier Excel et qu'on peut gérer pour ses propres canaux, mais qu'on peut aussi communiquer à l'extérieur. Et c'est là où le catalogue, du coup, devient porteur de l'identité de marque, des valeurs de la marque. Et même si on vend sur une marketplace, il y a la possibilité de transmettre ces valeurs et ce positionnement à travers le catalogue. Ouais, vraiment un des points sur lesquels on ne peut que vous encourager si vous avez mis en place ces efforts. Et évidemment, alors ça peut, une question de poser, c'est un peu les caractéristiques CSP+. On pourra regarder là-dessus. Ça ressortait pas en tout cas dans le panel. C'est plutôt l'axe âge qui ressortait comme une préoccupation plus importante, en tout cas dans les jeunes générations. Après ça, évidemment, après c'est toujours le trade-off entre le produit respecte mes attentes en termes d'aspiration de consommation, mais il est beaucoup plus cher. Jusqu'où on met la limite, et on verra que c'est la dernière question qu'on va vous partager, parce qu'on a posé cette question-là, bien évidemment. Et si on regarde, en tout cas, dans les points qu'on voulait partager avec vous, l'importance de continuer à travailler des données techniques, mais d'aller plus loin vers les données d'usage, d'émotion, ou de confiance, ou de valeur, si c'est des points qui correspondent à vos convictions et aux efforts que vous mettez en termes de développement produit, de pouvoir vraiment le raconter et le mettre en avant, c'est un atout. De vous adapter aussi au contexte, de penser aussi que vos données produits doivent alimenter différents canaux et de voir comment la contextualiser par rapport à la stratégie que vous avez sur ces différents canaux, parce que le consommateur, lui, va regarder les produits sur sur ces différents canaux. Et si vous êtes une marque, donc de vous assurer que vos distributeurs reprennent bien vos données produits. Et puis, voilà, derrière, de créer ces expériences exceptionnelles, de pouvoir aller jusqu'à ce niveau ultime, qu'on prend l'exemple de la réalité augmentée, par exemple, dans le monde de la déco, qui est assez intéressant là-dessus pour boucler la boucle. Alors, après, si on reprend un peu la question du début, la question à 1 million de dollars, est-ce que les consommateurs est prêt à payer plus pour avoir une donnée plus riche? Donc, on a trouvé en tout cas la personne qui était la plus proche de parmi les répondants. Je crois que c'est Sophie Je vois pas le chat. qui. Je vois pas le chat. Oui, en fait, parce qu'il y a eu un petit souci dans le chat, donc c'est dans les questions, je te les partagerai après, Hélène. Mais voilà, on avait Ok. quelqu'un qui était à 40%. Sinon, les chiffres étaient plutôt entre 15 et 40% pour les répondants. Mais du coup, Hélène, quelle est la part de consommateurs qui sont prêts à payer plus s'ils ont une meilleure information produit? Et puis, du Et coup, ben, quels sont les axes les plus pertinents? alors, déjà, je pense qu'il faut être beaucoup plus optimiste que ça dans la vie. Euh, on a posé la question sur 3 axes, donc on a 3 réponses. Euh, un tiers sont prêts à payer plus pour des informations complètes sur les produits. 40%, un petit 40% pour des produits qui sont en lien avec leurs valeurs. Pardon, j'ai cliqué trop vite. Euh, et un autre tiers sur
l'expérience, pour une expérience exceptionnelle de qualité. Euh, Si on prend tous les répondants de ces 3 chiffres et qu'on regarde par rapport au panel combien sont prêts à payer plus, au total, ça nous fait 54%. Ça veut dire que j'ai plus d'un client sur deux qui est prêt à payer plus pour de l'information de qualité en ligne avec mes valeurs et une expérience produit, enfin une expérience client et donc une expérience produit qui soit exceptionnelle. Euh, Ça veut dire que par rapport, je veux dire, au début du e-commerce, on était entièrement axé sur le prix. Ça veut dire qu'il y a un vrai modèle économique à aller chercher de la qualité et de la transparence et de la clarté et des expériences pour les clients et que c'est pas juste pour se positionner, se différencier sur le marché d'un point de vue marketing, c'est aussi quelque chose qui apporte de la valeur et qui apporte une meilleure rentabilité. Et alors, c'est vrai qu'Hélène, alors je suis désolé, tu vois pas les questions, mais je vais essayer de répondre en même temps Ouais. parce que c'est intéressant. Parce qu'il y a une question qui était, est-ce que l'étude de faire sortir le besoin de standardiser les données produits? Alors, ce que nous on a vu en analysant l'étude, en tout cas, c'est qu'il y a un besoin d'avoir de l'authenticité et de la clarté. Alors, et du coup, cette information produit, elle est importante et parfois elle est pas forcément structurée pour m'aider Mm. moi en tant que consommateur à choisir. Donc, quand on regarde le fait d'avoir un Nutri-Score ou les marques qui créent, quand elles ont la capacité des indicateurs qui vont aider les consommateurs à, à comprendre finalement par rapport à ses attentes à lui ce que ce label veut dire, c'est intéressant. Donc parfois, on va mettre la photo du label, ça va pas forcément aider, mais le fait de le décrire et d'aider le consommateur à se projeter pour parler son langage, c'est vraiment ce qui est attendu aujourd'hui. Donc probablement que les labels vont après se structurer pour répondre à ce besoin-là, mais parfois c'est pas le cas et c'est une très très bonne question. Ouais, Et tout après ça, l'enjeu, et tout l'enjeu de la gestion de catalogue, c'est que souvent les entreprises, les données techniques, les informations structurées, elles existent dans les systèmes, mais elles sont pas forcément intelligibles pour les clients. Et c'est là où il y a besoin d'avoir un pivot, c'est que si j'ai si je prends dans les cosmétiques la question sur les sels d'aluminium, à titre personnel, je n'y connais absolument rien. J'ai juste entendu dire qu'il n'en fallait pas trop, voire pas du tout. Mais si on fait un effort pour produire des produits, fabriquer des produits qui n'en ont pas, il faut expliquer pourquoi. Et dans les données techniques, c'est le même axe, c'est-à-dire que sur les tout ce qui est électroménager, on donne le nombre de décibels, mais on n'explique jamais à un client que 3 décibels, ça double le volume sonore. Et finalement, c'est ça l'enjeu du catalogue et de la transparence et de la clarté du catalogue, c'est d'arriver à faire porter dans les données produits, pas juste l'information technique brute, mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi en tant que client. Et ça, c'est là où le travail, il est pas toujours simple, parce qu'on a tous nos jargons internes, mais nos clients, ils sont pas forcément des experts du jargon interne de l'entreprise. et peut-être pour conclure, donc, en tout cas, les points importants, c'est que le travail qui est fait sur l'information plus complète, la mise en avant des valeurs, ou le fait de créer une expérience a un impact pour pas être uniquement à un moment comparer deux produits qui deviennent des commodités, où finalement on va regarder deux fiches et puis on va prendre le prix le moins cher parce qu'on va pas forcément voir de différence entre les deux. Donc c'est vraiment cet effort-là paye pour ne pas avoir uniquement à se battre sur le prix ou les services ou la livraison. Enfin, ce type d'efforts que de toute façon on doit quand même mettre en œuvre, mais qui vont pas forcément permettre de faire la différence. Ce qu'on voulait peut-être juste pour résumer à un moment, parce qu'il y a une bonne question qui était posée aussi sur finalement un projet, combien de temps ça se met en place, que c'est un projet complexe dans un replatforming digital. Alors, chez Akeneo, peut-être juste Hélène pour peut-être finir et un peu expliquer comment on aide à mettre ça en œuvre au-delà des chiffres, un peu reprendre ma casquette commerciale, je vais l'assumer pour ces 3 dernières minutes. C'est vrai que ce qui va être important pour nous, c'est de vraiment vous accompagner à mettre en œuvre les données produits qui aident à vendre vos produits. C'est-à-dire que souvent,
on passe beaucoup de temps à collecter plein de données produits pour avoir un super golden record produit, une vision très techno, mais passons plutôt de l'énergie à trouver les données ou à structurer les informations qui vont aider à choisir le produit. Et c'est là où la plateforme d'Akeneo, si tu peux juste peut-être aller sur le prochain slide, excuse-moi Hélène, permet vraiment de mettre en avant cette expérience produit en vous aidant à développer le catalogue et en élargissant le catalogue pour qu'il puisse embarquer des produits avec l'ensemble des attributs et des caractéristiques euh, qu'on a expliqué, mais à plus grande échelle, quand on le fait parfois sur uniquement les, les produits gold du catalogue, qu'on puisse le faire sur l'ensemble des produits plus rapidement, accélérer le time to market pour lancer une nouvelle collection, un nouveau produit, mais aussi lancer un nouveau canal, comme on a pu voir avec les partenariats. Et je vois que quelqu'un dans le chat soulevait l'exemple de Franprix et Decathlon, qui est aussi un très bon partenariat. On a vu aussi l'exemple de Franprix qui utilise Akeneo avec tous les partenaires de recettes en ligne ou de livraison un peu plateau repas, Just Eat par exemple, qui, qui utilisait Akeneo pour ces besoins-là. Et évidemment, augmenter le revenu, faire plus de ventes en ayant une information produit qui permet de tirer son épingle du jeu et faire la différence. Donc c'est assez intéressant de voir comment utiliser nos plateformes pour pouvoir structurer vos données pour alimenter ces différents canaux. Et juste peut-être pour conclure sur cette partie-là d'introduction à pourquoi Akeneo, aujourd'hui l'information produit et l'expérience produit est clé pour nous. C'est qu'on voit le besoin de faire en sorte que les efforts qui sont faits peut-être sur votre plateforme e-commerce puissent rayonner sur l'ensemble des canaux que vous allez vouloir alimenter demain. Et aujourd'hui, Keno permet de pouvoir évidemment gérer les canaux de vente, mais aussi ces canaux marketing ou les autres modes de distribution que vous allez avoir. Donc notre conseil, c'est de démarrer un projet assez rapidement. Un projet PIM, ça peut aller assez vite. Attention à ce que tu dis, Johan. Quand on a une stratégie produit et qu'on a une maturité sur le catalogue et progressivement étendre les usages sur les différents canaux, qui est un peu notre conseil pour pouvoir en ce moment être assez agile et pouvoir surtout donner la main à vos équipes marketing pour pouvoir derrière déployer ces différents axes. Et un projet, en tout cas à Keno, c'est pas un projet de 12 à 24 mois, plutôt sur des cycles Non, plus je courts peux, je peux rebondir sur ce 3 point-là. à 6 mois là-dessus. Sur la partie de la durée du projet, je pense il y a deux choses qui vont pas l'une sans l'autre, mais qui sont pas tout à fait les mêmes. C'est que l'implémentation de l'outil en lui-même va extrêmement vite. C'est des projets qui sont, la plupart du temps, on a quelques cas un peu compliqués, mais la plupart du temps, l'implémentation technique, elle se fait très très vite parce que parce que l'outil est bien pensé déjà, mais parce que c'est fait pour communiquer avec des outils tiers. Par contre, quand on parle de euh, constituer, distribuer un catalogue, on parle des équipes qui doivent contribuer les données, on parle d'organisation, on parle de process, on parle d'identifier quelle est la source de la donnée, quel est le bon format de la donnée. Et ça, en fonction des entreprises, on a des projets où ça se fait très facilement parce que la maturité sur le catalogue, elle n'est pas portée par une seule équipe, mais elle est commune à toutes les équipes. Et donc, ça va très vite. À l'inverse, on a des projets où il faut tout mettre en place pour faire abandonner des fichiers Excel démultipliés au sein de toutes les entités. Et c'est ça qui prend du temps, en fait. Et donc, on sait déployer très rapidement une V1 pour un premier canal ou sur un format de données. Si on veut avoir une couverture aussi large que le schéma d'Johan, là, ça prend un peu plus de temps, surtout quand on met par-dessus ça les géographies. Mais c'est pas du temps IT, c'est vraiment du temps d'orga, de conduite du changement, de bien connaître la donnée, d'identifier quelles sont les données dont on a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le PIM, qu'est-ce qu'on doit pas, qu'est-ce qui ne sert à rien dans le PIM. Donc voilà, c'est surtout ça qui prend du temps. Et Hélène, pour rebondir là-dessus, je pense que l'idée est surtout de dire de pouvoir démarrer et de profiter de l'effort que vous faites sur votre PIM pour pouvoir alimenter les canaux au Ouais. fur et à mesure du développement de votre stratégie, puisque c'est ça qui compte dans la construction de vos plateformes. Et c'est vraiment notre mission à vos côtés chez Akeneo d'éviter d'avoir un moment une organisation en silo où le travail est dupliqué et où on arrive justement à la problématique
d'incohérence qui évoquaient les consommateurs entre les canaux. Donc c'est vraiment le point sur lequel on voulait vous mettre l'accent, puisque c'est une grosse tendance qu'on voit aujourd'hui auprès de nos clients sur lesquels les projets ont vraiment de l'impact et sont réussis pour pouvoir aider justement à pivoter aussi, comme on peut le voir en ce moment dans le contexte actuel. Et justement, Hélène, peut-être quelques mots sur la mission d'Accenture aux côtés d'Akelo, parce que vous êtes un de nos partenaires historiques de, de- de- depuis Altima, et Alors, peut-être dans quelques chiffres pour ceux peu qui le rechercheraient savent, en tout cas. non, peu le savent, mais oui, on a via Altima un partenariat qui date des débuts d'Akeneo, puisqu'on a fait notre première intégration sur la bêta d'Akeneo. Donc c'était hier. On est Global Gold Partner depuis cette année. Euh, on travaille sur les projets de bout en bout, et c'est pour ça que j'appuie toujours sur la différence entre l'implémentation ou l'intégration et tout le reste du projet. C'est que on fait évidemment les intégrations, mais on fait aussi tout le reste. Je vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais en plus, on peut aussi s'appuyer sur nos équipes côté interactif qui font de la création de contenu. C'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais Accenture produit beaucoup de contenu pour ses clients et aussi la capacité de brancher nos assets d'innovation pour l'optimisation des contenus, notamment des images, avec l'utilisation de l'IA. Donc voilà, on a des équipes à Paris, à Lille, à Varsovie, à Londres. Les US sont en cours. Et voilà, on est à une petite vingtaine de projets, dont 6 ou 7 dans les 12 derniers mois. Hein, donc en tout cas une bonne opportunité pour prolonger cette discussion et regarder à vos côtés c'est quelles sont les questions que vous pouvez vous poser sur l'optimisation, faire fructifier l'information produit au service de votre commerce ou des expériences que vous voulez déployer avec votre client. Je rebondis juste sur deux dernières questions, parce que je vois il est déjà 16 heures. J'espère vraiment que ce webinaire était riche et intéressant pour vous. Donc, question, est-ce que l'étude sera disponible? Oui, dans sa version complète. Donc, on mettra évidemment à disposition sur demande les, les slides qu'on a partagés aujourd'hui avec l'analyse des résultats, mais aussi l'étude complète qui sera disponible et qu'on proposera à l'ensemble des participants. Là, on est en train de finaliser en tout cas les derniers commentaires et layouts pour pouvoir la diffuser très rapidement, avec également la méthodologie dans sa totalité si vous le souhaitez. Et si dans vos organisations, vous souhaitez qu'on adapte sur certains secteurs, il y a des questions sur l'industrie du voyage, donc ce n'était pas forcément dans les typologies de produits qu'on avait demandé à l'heure actuelle, mais si vous voulez qu'on regarde sur certaines catégories de produits ou certains axes en particulier, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis de reprendre les données brutes, de creuser si ça peut vous aider en interne à, à démontrer l'importance de ce que vous faites au travers de l'expérience produit pour votre organisation. Donc, en tout cas, j'espère que c'était une session intéressante. Et moi, Hélène, je te remercie en tout cas d'avoir euh, Merci à de- toi. animé cet après-midi avec nous. C'était un plaisir d'étudier tous ces chiffres ensemble avec les équipes Accenture et Akeneo qui ont participé à l'analyse et à l'étude. Je vous souhaite une très bonne après-midi.